Alors, on va poursuivre et commencer notre journée avec une première table ronde sur les enjeux de la coproduction de nos expositions en France et à l'international. Je suis très heureuse de pouvoir discuter de cela avec vous, parce que c'est une préoccupation importante à la délégation aux arts visuels et donc, bien sûr, au département de la photographie. Comment mieux activer des dynamiques de coproduction ensemble au sein de nos réseaux, pour une meilleure visibilité de nos artistes, pour des meilleurs enjeux aussi écologiques et de production. Donc je remercie nos intervenants peut-être de s'installer. Plaisir de vous accueillir. Anna Milone, Erika Negrel, Nuno Rico Salgado, Sophie Robnard. La table ronde sera modérée par Véronique Prugnot, directrice associée de The Eyes. On a un petit peu d'avance, mais c'est très bien, puisqu'on a pas mal de sujets à aborder sur cette table ronde. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Véronique Prugnot, directrice associée de The Eyes et éditrice. Je suis ravie de lancer le Parlement de la photo avec cette première table ronde. Pendant cette heure de discussion, nous allons aborder et nous intéresser aux dynamiques de coproduction d'expositions photographiques en France et à l'international. Force est de constater que les collaborations entre les lieux de diffusion photographique sont encore modestes. Les expositions tournent, mais peu, sur le territoire et de manière sporadique en France, en Europe et à l'international, souvent orchestrées par de grandes institutions. Les artistes en pâtissent en premier lieu. La faiblesse de la circulation des expositions limitant leur visibilité, contrairement au spectacle vivant plus rodé à la pratique des tournées. Mais cela demande aussi beaucoup d'énergie, de temps, aux professionnels, chacun et chacune s'activant avec son propre réseau, qu'il soit directrice ou directeur d'un lieu, d'un centre d'art, ou même d'un festival, commissaire indépendant ou même éditeur. Fanny en parlait tout à l'heure. On parlera évidemment tout à l'heure dans la journée de l'économie du livre photo. Mais en effet, de plus en plus d'éditeurs prennent aussi leur bâton de pèlerin pour permettre au livre d'être accompagné d'une exposition itinérante. Et pourtant, cette dynamique de coproduction est essentielle pour élargir la diffusion auprès des publics, permettre aux artistes et photographes d'être plus visibles et donc mieux rémunérés. Et dernier point, mais pas des moindres, pouvoir mutualiser les coûts et partager les risques financiers pour les lieux d'exposition. Alors, quels sont aujourd'hui les freins ou les dynamiques à la circulation des expositions et des artistes français sur le territoire comme à l'international? Comment faciliter l'accès à un réseau souvent difficilement accessible? Quels moyens faut-il mobiliser pour inciter au développement de la coproduction? Et comment inventer des modèles de production plus vertueux en vue de renforcer le rayonnement de la scène photographique française à l'international? Pour nous éclairer sur ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter au milieu Anna Milone, commissaire d'exposition et directrice du Centre culturel Jean Cocteau, Les Lilas. Bonjour Anna. Bonjour. Erika Negrel, à ma gauche, secrétaire générale du réseau Diagonale. Nuno, les micros ne sont pas encore... Nuno Rico Salgado, directeur artistique du réseau Parallèle, qui est une plateforme photographique européenne. Et tout au bout, là-bas, Sophie Robnard, chef de projet photographie-image, direction de la création artistique et des industries culturelles à l'Institut français. Et c'est avec toi, chère Erika, que j'aimerais commencer nos échanges. Le réseau Diagonale est le seul réseau en France qui regroupe 25 lieux et festivals photo à des échelles différentes. Existe-t-il aujourd'hui, au sein du réseau, une dynamique de circulation et de coproduction des expositions sur notre territoire? Alors je dirais tout de suite oui, et après je vais le nuancer.
En fait, en préparant cette journée, la première chose, c'est que je me suis dit, quitte à présenter le réseau dans les dynamiques de coproduction et de circulation des expositions, d'essayer de tenter d'avoir un peu de matière, d'indicateurs, pour appuyer ce qui pourrait paraître subjectif. Et en essayant de faire ce travail-là, il s'avère que je me suis posé des questions. Et je me suis dit, je ne peux pas livrer des chiffres qui regrouperaient un esprit ou un état de la coproduction si on ne définit pas entre nous ce qui signifie la coproduction. Et je me suis posé un certain nombre de questions qui d'ailleurs ont été qui ont fait l'état aussi de réflexion au sein du réseau. Et donc dans la coproduction, ce que je voudrais distinguer, en tout cas ce que moi je vais présenter, c'est pas un ensemble de cofinancement et de co-construction, c'est-à-dire quel est l'objet qui a rassemblé autour de la table, autour d'un photographe ou de plusieurs photographes, le désir de monter et de faire un projet. Donc je voulais vraiment distinguer ces deux choses. Et voilà. Et moi, ça me tenait à cœur plutôt de parler de ce que j'observe au sein du réseau. C'est-à-dire qu'en effet, depuis, moi ça fait 5 ans que je suis sur mon poste, et on observe au sein du réseau des dynamiques de coproduction. J'ai fait un petit état pour essayer de relever quelles étaient ces expositions qui avaient fait l'objet d'un désir commun. Et on observe que depuis 2017, certains membres du réseau ont réalisé jusqu'à 9 expositions en coproduction, c'est-à-dire ils ont rencontré des membres du réseau ou ils ont rencontré d'autres acteurs de la photographie en France et ensemble ont déployé tout un programme d'action culturelle, d'exposition autour d'un photographe. Je pourrais en citer quelques-uns. Je pense notamment à une exposition d'Hortense Soichet qui a été initiée par la Maison Robert Doisneau avec le Graphe CMI. Je pense à des expositions aussi souvent monographiques, c'est-à-dire vraiment accompagner l'œuvre d'un photographe. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'on remarque comme ça un ensemble de familiarité, de liens qui s'installent dans le temps entre différents acteurs de la photographie et qui permettent d'accompagner ces photographes. L'idée étant aujourd'hui, pourquoi est-ce que finalement ces co-constructions, cette réalisation d'une exposition s'installe dans ces dynamiques finalement assez familières? Et là-dessus, on peut observer un certain nombre de freins. Effectivement, c'est la question du temps, de la disponibilité des directeurs, des directrices de centres d'art. Déployer une exposition, penser les moyens nécessaires pour sa faisabilité, passer de l'idée à l'œuvre, puisque c'est le point d'orgue qui permet de révéler ce travail-là de longue haleine de photographes qui s'impliquent depuis... pour certains, un certain nombre de mois jusqu'à plusieurs années, et là, on va enfin le valoriser, ça demande du temps. La co-construction, c'est effectivement trouver les moyens nécessaires, mais c'est aussi savoir travailler ensemble, c'est déployer un ensemble de mécaniques qui permettent d'accompagner les photographes. Alors concrètement, comment vous procédez au sein du réseau pour ça ? Alors, jusque-là, c'est ce que je disais, c'est on voit que le manque de temps, le manque de moyens structurels des membres du réseau les amène à reproduire des mécanismes de coproduction au sein du réseau. Non pas parce qu'ils ne veulent pas établir des ponts avec d'autres acteurs, mais que le manque de moyens les amène à travailler avec des gens avec qui ils savent collaborer. Et donc, si on veut ouvrir de nouveaux partenariats, si on veut établir des relations beaucoup plus larges, ça demande du temps. Donc, c'est vrai que là, vraiment, ce que nous, on se dit, c'est comment mieux travailler, gagner en qualité, être sur des projets plus ambitieux, sans que ça vienne préempter sur du temps qui est nécessaire aussi au fonctionnement. Donc, pour répondre très rapidement à ta question, en faisant ce constat de la difficulté aussi structurelle des structures du réseau, on a récemment mis en place un séminaire
et qui balise un temps de la disponibilité pour parler des projets qui sont en cours au sein du réseau. Parce qu'envoyer un email et juste faire circuler une proposition à la coproduction, c'est pas suffisant. Ce qui crée du désir, c'est parce qu'on rencontre les autres, c'est parce qu'on discute, parce qu'on prend du temps pour en discuter, parce qu'on va jusqu'au propos. Qu'est-ce qui aussi active, qu'est-ce qui suscite la démarche d'un photographe, comment est-ce qu'il s'est installé, quels sont ses moyens, avec qui on a envie de collaborer en plus. Tout ça, ça nécessite un dialogue. Donc, pour éviter d'être dans des échanges trop ou qui manquent de substance, on a créé ce temps-là, et c'est vrai que on était tous, non pas surpris, mais ça nous a fait du bien. Peut-être on peut dire ça, parce qu'après 2 ans un peu d'inactivité, de se retrouver autour d'une table et de parler uniquement de programmes artistiques, de photographes, ça fait énormément de bien. Et puis, on se rend compte aussi des affinités, c'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement qu'un tel est en train de projeter un travail avec tel photographe, et que celui qui est autour de la table l'a exposé il y a quelques années, qu'il a des œuvres en dépôt chez lui, dans sa structure. Donc voilà, on met à jour certaines choses qui finalement, dans le temps, s'épuisent ou deviennent confidentielles. Et là, hop, on fait ressurgir tout ça. On communique. Et on communique. On met en commun des savoirs et pas juste des moyens. Et ça, c'est la base. Enfin, il me semble. Donc on s'est retrouvés, et c'est pareil, on a fait le constat qu'au sein du réseau, alors il y a à peu près 16 000 œuvres tirées dans les tiroirs des membres du réseau. Alors pour certains, il y en a qui existent depuis plus de 30 ans, donc il y a certainement aujourd'hui des œuvres qui appartiennent aussi à l'histoire de la photographie. On n'en a pas fait une analyse, mais là, de manière très contemporaine, certains directeurs de festivals aussi produisent des œuvres, et puis la photographe n'ayant pas les moyens de stocker ces œuvres, elles restent en dépôt chez les membres du réseau. Et puis ensuite, il faut activer, il faut stimuler la circulation de ces œuvres. Donc là, on sait aussi, redonner le mot sur ce qui existait, qui était là, prêt, qui avait été produit depuis ces 5 dernières années, et qui était prêt, des œuvres qui sont prêtes à circuler. L'avantage, c'est quoi? C'est plus de rémunération pour les photographes, une meilleure santé des photographes, une meilleure visibilité, une meilleure valorisation. Et pour les structures, effectivement, après, c'est le critère économique. C'est-à-dire que sur une coproduction, au-delà de la circulation, on va mutualiser les moyens. Mais ça, je dirais que c'est pas le premier critère. Le premier critère, c'est le désir. C'est qu'est-ce qui nous fait envie, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Et ça me paraissait important de le lire de cette manière, parce que certes, la coproduction a des avantages financiers, mais il ne faut pas que ça devienne un outil pour répondre à des problématiques de fonctionnement. Enfin, il ne faut pas que ça soit le premier critère. On ne va pas faire une coproduction parce qu'on va mutualiser de l'argent, enfin, gagner et faire de l'économie. Ce n'est pas ça la première chose. Sinon, on se plante de métier. C'est une envie. C'est une envie. Erika. Nuno Salgado, donc un autre exemple de collaboration, mais à l'échelle européenne. Donc tu es directeur du réseau Parallèle, d'une typologie différente du réseau Diagonal, qui est basé sur la mobilité, la rencontre et la mise en réseau. Pour résumer rapidement, il s'agit d'une plateforme photographique européenne qui présente et met en relation des commissaires indépendants et des photographes émergents, et rassemble des membres provenant de 16 pays européens différents, composés de musées, galeries, des centres culturels, des festivals, des écoles d'art et des éditeurs. Suite à un appel à projet que vous lancez, les artistes et commissaires sélectionnés bénéficient d'un accompagnement artistique et peuvent développer des projets d'exposition et d'action qui sont successivement présentés par certains membres du réseau. Et le tout sur une durée de 4 ans. C'est à peu près cela. Bonjour. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir d'être ici. Et c'est, comme tu as dit, c'est une plateforme européenne.
Mais parfois, toutes les questions sont très pareilles avec les autres réseaux. Les questions qu'Erika a rapportées, sont aussi les questions qui nous emportent aussi. Et il y a des problématiques qui sont très, très pareilles. Alors, je pense que ce n'est pas une question, ce n'est pas un projet européen, c'est un projet culturel dans le milieu de la photographie qui peut s'agir et peut s'inscrire dans différentes dimensions. Parce que même qu'on a parlé avant, dans notre réunion de préparation, les différentes problématiques que chacun de nous a apportées sont très, très pareilles. Alors, les questions sont très... ça se touche. Quand on a commencé le projet, on est une association portugaise, mais on travaille beaucoup de temps déjà avec des arts émergentes, des artistes émergentes, des créateurs émergents. Moi, je viens de la photographie, alors le milieu de la photographie, c'est le milieu où je travaille meilleur, je contrôle. Et nous, on a développé un projet européen avant cette-là, c'est un projet qui s'appelle Flâneur, d'exposition dans l'espace public à partir de la photographie. Et pendant cette période de 3 ans, on a vu souvent toujours la même exposition et avec le même commissaire. Il y a une source de répétition de travail qui s'est déjà connue et qui s'est montré dans différents lieux européens. Et nous, pour nous, ça nous a apporté une certaine entropie du système, parce que c'est toujours les mêmes noms déjà connus, qui sont des valeurs fantastiques, c'est clair, mais des valeurs sécures qui, c'est, on peut dire, un peu facile de montrer parce que le résultat, c'est déjà c'est sécure, il n'y a pas de risque. Et comme dans les arts, nous, on peut toujours le risque, parce que faire des arts sans voir le risque, les inconnus, c'est un peu marre. On pensait qu'il y a beaucoup de nouveaux artistes, de nouveaux commissaires qui peuvent apporter de nouveaux travaux, de nouveaux centres pour le système. C'est pour ça qu'on a fait une réunion, on a fait c'est pas un séminaire, mais c'était une rencontre avec différents agents du milieu de la photographie, liés à des universités, liés à des galeries, des musées, des éditeurs, différents agents européens qui travaillent avec la photographie. Et après cette réunion, grande réunion, ça a réussi la volonté de faire la plateforme parallèle qui travaille sur les 3 axes, pour nous c'est important, les artistes, les commissaires et aussi les institutions qui montrent le travail. Les lieux de diffusion. Alors concrètement, oui. Comment justement vous arrivez à faire collaborer ces 3 acteurs ensemble? On l'a mis, pour nous, cette relation, c'est très important parce qu'on a pensé qu'au début, il y a toujours une question de pouvoir, une question de hiérarchique entre les artistes, entre les créateurs et les commissaires. Et ces 2 relations entre ces 2 agents, c'est très tendu parfois. L'artiste, c'est là qui est choisi pour les commissaires. Et on peut le pouvoir, c'est dans le commissaire. Et pour nous, dans notre approche, dans notre vision, il faut avoir une collaboration entre les artistes et les commissaires. Une collaboration, c'est clair qu'il y a différents rôles, mais il faut avoir cette relation. Alors, on a travaillé sur faire une collaboration plus horizontale, plus collaborative, plus d'apprentissage entre les pairs, entre les commissaires et les artistes, et après amener les 2, les artistes et les commissaires, pour les institutions. Parce qu'on pense aussi que parfois les institutions, ils ne programment pas des artistes ou ils n'ouvrent pas la porte pour des commissaires parce qu'ils ne connaissent pas le travail des autres qui arrivent.
on peut dire qu'un peu les participants qu'on a sont toujours, la plupart sont des unes qui sont déjà finalisées, ces maîtresses sont déjà finalisées ce circuit académique. Et après sa première exposition, après ils sont là sans avoir de réseau et tout seul. Et c'est ceux-là qui on travaille. Vous les accompagnez? Oui, qui ont nous accompagnés. On fait des tutoriels. On fait des mentorials pour... Du mentorat. Comme ça, ils ont un travail plus consistant. C'est un projet qui dure pour chacun presque 15 mois de travail entre l'open call, le choix, la construction d'un projet artistique ou d'un projet curatorial, et tout ça avec la présence aussi des institutions. Comme ça, quand les institutions accueillent une exposition, eux, ils ont déjà accompagné le développement de ce projet, soit le projet artistique, soit le projet curatorial. Mais basiquement, on fait des rencontres, comme Erika a dit, c'est très bon d'avoir cette question en ligne, mais il faut regarder les personnes, il faut rencontrer les personnes. Alors, on les met tous ensemble dans différents moments des rencontres qui durent 5 jours, 6 jours, à montrer le travail, à mélanger le travail, à discuter, à faire du networking. Et après, les expositions, les idées rassemblent, ils sortent d'une manière naturelle et très consistante. Donc il y a des complicités qui se Oui, construisent. il y a des complicités naturelles qui viennent des 30 personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent de 15-20 pays, avec des autres 6 commissaires, avec des autres, et tout le monde s'est mis ensemble. Et après, on a des expositions qui viennent, on a des projets, des expositions, des différents catalogues. Après, ça apparaît comme un... Bon, c'est pas... Il y a des expositions qui tournent, un livre qui a été édité, et le troisième, c'est... Non, alors, ça qu'on fait, on fait des expositions. Les commissaires émergents font des différentes expositions, et toujours, on a aussi des éditions. Ça, c'était l'exposition, le catalogue qu'on a fait à Ukraine avec Odessa Photo Days. Et on a toujours des expositions dans différents lieux, les membres du réseau. On a aussi des éditions qui ont fait avec les partenaires, des partenaires éditeurs, comme The Ice. Et c'est intéressant, cette question du réseau, cette question des rencontres entre les personnes, parce qu'on a ici maintenant, avec The Ice, qui est un des membres aussi de la plateforme, Erika de Diagonale, qui est aussi un des membres de la prochaine édition, et aussi Odessa Photo Days, qui c'est aussi membre de Parallèle. Alors, c'est vrai qu'il y a une fraternité, il y a une rencontre qui se construit, mais c'est construit dans la rencontre. Alors, il faut souligner, Nuno, que tu es très actif et que voilà, et c'est aussi une question de personnalité. C'est vrai que tu œuvres beaucoup à la rencontre et au réseau. Je voulais aussi, donc on a compris à peu près les facteurs positifs en fait de ces collaborations entre membres, artistes et commissaires. Et en parallèle, est-ce qu'il y a des écueils qui ont émergé aussi, et que il y a un nouveau programme là sur lequel tu es en train de travailler justement? Quels sont ces écueils que tu aimerais faire améliorer pour la prochaine session? On va centrer, ça c'est un projet, le principal écueil, c'est la question aussi de support, la question financière. Ce projet est né avec un support très fort au niveau de l'Europe créative, les programmes Europe créative. Alors c'est né dans une dimension européenne, et chaque 4 ans ont besoin de remplir autrefois, faire une autre candidature. On attend
pour savoir si on va réussir à avoir le support ou pas. Ça, c'est une question du milieu de la culture. Alors, cette instabilité financière, ça, c'est une chose que c'est un cas très dur. Et après, il y a la dimension, parfois, la dimension européenne, la distance européenne, que c'est un peu... c'est pas un problème, mais c'est pas facile. Ces 2 années qu'on a eues avec la pandémie, alors on a fait un projet de mobilité où tout le monde bouge. On a besoin de rester en ligne chez nous. C'était très, très fort pour le projet. C'est vrai qu'au début du projet, on n'a pas... on a arrivé très clairement cette relation très tendue entre les artistes et les commissaires. Et au début du projet, quand on a dessiné le projet il y a déjà 5 ans, on pensait que ça, c'est important. Mais après, au premier moment, quand on a travaillé, c'était clair que c'était un des focus du projet. Préparer cette collaboration, faire cette relation plus forte, moins tendue, plus collaborative. Les questions liées entre les jeunes humains, les questions liées au climat, les questions liées à toute cette question-là qui en venir sur notre société maintenant qu'on a. Il faut que dans les arts, on est aussi attentif à cette question-là. Alors, et on va, pour les prochaines 4 années, faire un très grand effort sur ces différentes questions. Les questions sociales, les questions de rencontre entre tous, les questions d'avoir la circulation, c'est très important. Aussi, la quantité d'images qu'on a produites, parce qu'on a travaillé avec 100 créateurs dans ces 4 ans. C'était un numéro énorme. Et ils ont produit presque une vingtaine de photos, de travail, de nouvelles œuvres chacun. Alors, ça fait qu'on a presque 2000 des œuvres qui ont produit. Prêt à être montré. Oui, qu'il faut le montrer, il faut le développer. Alors, il y a tout cette... il faut amener cette nouveau sang pour le système parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et des choses qu'on ne connaît pas. On travaille avec des commissaires qui viennent d'Iran, on travaille avec des commissaires qui viennent de Singapour, beaucoup de Français aussi, des Allemands. Bon, il y a tout le monde. Et ça, c'est très, très riche et très intéressant. Alors, Erika Nuno le disait tout à l'heure, donc le réseau Diagonale fait partie, est membre du réseau du programme parallèle. Pour quelles raisons vous avez décidé d'en faire partie? On s'est rencontrés avec Nuno il y a maintenant 3 ans, je crois, et c'est vraiment une collaboration qui est née dans la discussion et les échanges. Jusqu'à comprendre exactement quel était le programme de parallèle, parce qu'il y a beaucoup d'entrées, je tiens à le souligner. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que Nuno avait déployé un programme quasiment écosystémique, c'est-à-dire que souvent, ce qui est un petit peu en rupture lorsqu'on travaille, c'est que on va connaître le diffuseur, on va connaître un diffuseur, mais on ne va pas connaître un éditeur. On ne sait pas quels sont les dispositifs d'aide à la production. On ne sait pas comment se rencontrer tous ensemble. Et là, finalement, il a réuni de jeunes commissaires, de très jeunes photographes, des lieux de diffusion en Europe, que ce soit des lieux d'exposition ou des festivals, des éditeurs. Et donc, c'est vraiment un programme quasiment complet qui accompagne les photographes de l'idée et les commissaires jusqu'à l'aboutissement d'une production et de sa valorisation. Et ce qui nous intéressait au sein du réseau, avec les membres, quand on en a discuté, c'est que c'est déjà complexe, ce que je disais tout à l'heure, de trouver le temps, la disponibilité pour déjà produire et valoriser des travaux de photographes en France. Déjà, entre nous, c'est déjà assez complexe.
Donc trouver les moyens pour aller à l'étranger, repérer les lieux, voir leurs spécificités, construire une collaboration ad hoc sur des échanges d'idées, de fonds, de propos et de contenus. Alors on peut toujours travailler à distance, mais il nous manque toujours une part essentielle qui est de constater la réalité respective des endroits de travail et de pouvoir mieux encore accompagner les photographes dans un travail d'exposition. Donc c'est vrai que là, pour nous, c'est un vrai vivier à l'échelle européenne. Ça facilite pour nous les échanges avec des homologues de différentes natures en Europe. Et donc, évidemment, on y est allé. Et par rapport à ce que propose Nuno, c'est vrai qu'il y a, parmi la centaine de jeunes photographes et les 6 commissaires, hein, je crois que c'est ça, donc il y a 6 expositions. Et ces expositions n'ont lieu qu'une fois, dans des pays différents. Donc, on ne va jamais croiser ces expositions. Les publics ne vont... Voilà, c'est du one-shot, mais je sais que c'est compte tenu des moyens hein, aussi, toujours... Mais ce qu'on a proposé avec le réseau, c'est que pour la prochaine édition, nous on s'est dit on a un réseau, donc accueillir une exposition et ne pas la faire circuler, ça n'a pas de sens pour nous. Donc si on y va, et c'est vraiment dans un échange avec Nuno, c'est effectivement d'accueillir une exposition issue de ce programme-là qui va venir valoriser de jeunes photographes et le propos d'une ou d'un commissaire, et de le mettre en circulation au sein du réseau. Donc nous, on est arrivé en disant, dans la discussion avec Nuno, voilà, nous, ça nous intéresse, mais à condition qu'on puisse se faire circuler cette exposition-là. Et des membres du réseau ont été curieux. Ça répondait aussi à leurs propres enjeux de mobilité, d'accélération de rencontres, et de prendre le pari d'accueillir une exposition dont ils ne connaissent pour le moment absolument rien, si ce n'est de s'inscrire dans une dynamique de mobilité et d'échange. Alors justement, Anna, toi, la collaboration pérenne, c'est aussi un critère auquel tu crois beaucoup dans tes missions. J'aimerais aborder avec toi d'abord ton expérience intéressante à l'international, et plus précisément à Los Angeles, comme directrice du programme des résidences Flax. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc là, je vais vous parler d'un programme très concret, donc d'une expérience très concrète qu'on a pu développer avec la résidence de la fondation Flax. Donc Flax, c'est l'acronyme pour France Los Angeles Exchange. Donc je pense que c'est assez clair, les échanges entre la France et Los Angeles. Donc lorsque j'ai repris le programme de résidence, pardon, je m'éloigne un petit peu, j'ai fait la proposition à la fondation de transformer complètement le programme qu'ils avaient développé. Le programme de résidence était lié à un lieu à downtown, à Los Angeles, et je leur ai proposé de fermer ce lieu et de travailler complètement en collaboration avec les institutions locales de la ville de Los Angeles. L'idée derrière ça, c'était de se dire qu'on invitait des artistes en lien avec la France, des artistes, mais aussi des curateurs, des curatrices. Et je voulais vraiment les faire rayonner à l'échelle de la ville et créer des relations pérennes entre ces résidents et la scène locale. J'ai été très influencée, on en reparlera sûrement, par des programmes qui existaient déjà à Los Angeles de collaboration à l'échelle de la ville. Et donc ce programme a pu se développer aussi parce que la Fondation avait un certain nombre d'années d'activité à Los Angeles. Donc j'ai aussi profité de cette expérience-là, profité des relations qui avaient été créées notamment par la directrice exécutive de la Fondation, qui avait collaboré avec un certain nombre d'institutions. Donc quand je suis arrivée, les portes étaient grandes ouvertes. Mais comme le disait Erika, il y avait la question de moyens, de mise en commun des moyens, mais il y avait surtout un désir commun. Donc il y a volonté de montrer des artistes issus de la scène française sur la scène de Los Angeles, ce qui ne va pas de soi forcément. L'ensemble des partenaires que nous avons sollicités ont des natures très différentes, du centre d'art au musée, en passant par des entreprises publiques, des lieux qui ne sont pas forcément des lieux d'art. Donc tous les projets étaient vraiment uniques, chaque collaboration était unique et reposait effectivement sur les relations qu'on a pu tisser avec ces partenaires. Erika a parlé du temps, qui a été extrêmement important, puisque tous les résidents que nous avons fait venir pour créer ce type de projet en collaboration avec des institutions locales sont venus 2 fois. Il y a eu un premier temps de rencontre, installer la collaboration,
commencé à se connaître, commencé à travailler ensemble. Et ensuite, on a pu développer les projets. Donc, ils sont tous venus 2 fois sur un temps de recherche, puis un temps de production. Et ce temps-là, il est primordial pour pouvoir créer des collaborations à cette échelle-là. L'idée derrière ces projets en collaboration, il y a évidemment la mutualisation des moyens, le rayonnement de ces artistes issus de la scène française sur la scène de Los Angeles et non pas dans un lieu défini. Mais il y a aussi le contexte particulier de Los Angeles. Pour la Fondation, c'était aller à la recherche de nouveaux publics, utiliser la géographie de la ville pour justement développer les liens avec les différents publics, comme dans n'importe quelle ville, on va dire, chaque lieu a aussi des catégories socioculturelles très marquées. L'échelle de la ville de Los Angeles fait que c'est un phénomène encore plus développé. Et donc le fait de pouvoir nous déplacer dans la ville, ça nous a permis de toucher des personnes différentes, aller chercher des publics différents. Donc la collaboration, elle était tissée à tous les niveaux, institutionnels, artistiques, du niveau des publics, au niveau des financements. Et donc tout ça, c'était vraiment très important pour la Fondation et pour le programme de résidence qu'on a pu mettre en place. Et alors, je me suis confrontée à Los Angeles à la question de la localité. C'est-à-dire qu'en fait, on a collaboré avec des institutions de différentes échelles. Comme nous, on était une fondation de petite échelle. Lorsqu'on allait chercher des partenaires qui étaient des très gros musées, on avait tendance à disparaître, forcément. Ou alors, ils nous voyaient arriver comme des financeurs. Enfin, le niveau de collaboration était toujours un peu plus difficile à mettre en place. Et dès qu'on allait voir des partenaires qui étaient sur des échelles similaires aux nôtres, donc petite, moyenne échelle, je me suis confrontée à la question du soutien des artistes locaux, qui est très très présent à Los Angeles, mais en fait, bon, je vais faire le lien avec ma position actuelle, mais qui est en fait très présente aussi ici, lorsqu'on est sur des institutions de petite et moyenne échelle qui sont souvent soutenues par les pouvoirs locaux. On nous pose vraiment la question du soutien des artistes locaux, de la question du territoire. Alors ça, c'est très français comme tout ce que ça. Mais à Los Angeles, il y a un parallèle, on va dire. On ne parle pas de territoire, mais il y a vraiment cette question du local qui est primordiale. Et donc, c'est en arrivant, moi, avec un programme de résidence avec des artistes français, comment est-ce qu'on allait pouvoir faire résonner cette scène locale avec des artistes français? Et comment est-ce que ces institutions de petite et moyenne échelle allaient pouvoir trouver ce désir commun, cet intérêt à accueillir des projets et à travailler en collaboration sur des thématiques qui pouvaient résonner justement avec la mise en perspective internationale, on va dire. Et ça, c'était à la fois passionnant et c'était très intéressant aussi pour les artistes et les curateurs et curatrices qui sont venus en résidence, puisque cette question du contexte, c'était vraiment le sujet de leur recherche. Et l'avantage de pouvoir les faire travailler dans des lieux différents, c'est que du coup, lorsqu'ils venaient travailler sur un projet, ils étaient obligés de se poser la question de où est-ce qu'ils étaient, pourquoi, qu'est-ce qu'ils allaient raconter à cet endroit-là, avec les artistes qu'ils allaient rencontrer, les professionnels qu'ils allaient rencontrer. Et donc, sur un programme de résidence, pour moi, c'était passionnant de les voir vraiment rentrer et de les accompagner, évidemment, dans ce contexte-là, le contexte culturel, socio-culturel, artistique, la scène de Los Angeles ou de la Californie. Et en fait, donc aujourd'hui, de retour de Los Angeles, j'ai pris la direction du centre culturel Jean Cocteau, au Lila. Donc c'est un centre culturel municipal. Alors on se dit d'un programme de résidence à Los Angeles au centre culturel municipal Lila, il n'y a qu'un pas. Et pourtant, je retrouve en fait des intérêts et des enjeux communs, notamment sur cette question de territoire, de localité, et comment est-ce qu'on peut travailler justement en collaboration avec des partenaires qui sont soit sur ce même territoire, soit à l'extérieur de ce territoire, pour pouvoir justement mettre en avant ces enjeux locaux et les faire résonner avec d'autres scènes. Et alors, alors forcément, donc en tant que centre culturel municipal, on a vraiment cet attachement au territoire, d'un point de vue politique, de soutien, c'est notre mission première. Moi, je suis évidemment persuadée des intérêts des collaborations, puisque j'ai fait quasiment toute ma carrière sur des projets en collaboration, en faisant des collaborations entre des personnes ou des institutions qui n'avaient pas forcément pensé à travailler ensemble. Et en fait, on se rend compte que si on trouve le bon angle d'approche qui permet justement de faire résonner une question, une thématique locale, on peut tout à fait créer des projets autant avec des partenaires locaux que internationaux, même au Lila. Donc évidemment, je travaille avec des cercles concentriques. Donc disons que le centre de mon cercle serait le centre culturel.
Et puis petit à petit, je vais les élargir. Mais avant de pouvoir les élargir de manière très large, il faut d'abord que je travaille mon territoire. Donc on commence à travailler avec des institutions sur le territoire autour des Lilas. Donc on va travailler avec The Community à Pantin, on va travailler avec d'autres institutions sur le territoire. Mais évidemment, je ne peux pas laisser Los Angeles comme ça. Et je vais évidemment profiter de mon expérience à l'international pour créer des projets au sein du centre en collaboration avec des institutions avec qui j'ai collaboré à Los Angeles. Je rejoins là-dessus Erika et Nuno. Il y a évidemment une question d'affinité avec des personnes qu'on connaît, avec qui on a déjà travaillé. Donc c'est sûr que c'est des personnes qu'on peut aller voir plus facilement pour créer des projets en collaboration. Et notamment, j'ai travaillé avec une association à Los Angeles qui s'appelle HOLA, Heart of Los Angeles, qui travaille sur un projet de After School Program, Art After School Program, donc qui accueille des enfants et des jeunes pour des activités artistiques après l'école. Et on a fait plusieurs projets avec des artistes qu'on a invités en résidence là-bas, avec eux. Et donc, je les ai contactés pour leur proposer de faire un projet entre Los Angeles et les Lilas. Et d'inviter les jeunes du même âge, donc entre 12 et 14 ans. Certains habitent aux Lilas, les autres habitent à Los Angeles, de faire un projet avec des artistes photographes et vidéastes dans les deux villes, et de faire un programme de correspondance vidéo et photographique entre chaque groupe d'enfants. Donc c'est évidemment Ils ont quel âge ? Ils ont entre 10 et 14 ans. Donc c'est vraiment se mettre en scène, comment est-ce qu'on représente son univers, son environnement, mais surtout comment est-ce qu'on perçoit ou on fantasme des jeunes du même âge qui habitent à l'autre bout de la planète, avec des lieux quand même très emblématiques, je dirais Lilas, la banlieue parisienne, Los Angeles. Et c'est très drôle parce qu'en commençant à échanger avec mon partenaire local, avec la directrice de HOLA, je dis mais à ton avis, comment est-ce qu'ils perçoivent, comment est-ce qu'ils imaginent des jeunes de leur âge qui habitent à côté de Paris ? Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est déjà, ils pensent qu'ils sont tous blancs, perdus. Au Lilas, les enfants sont absolument pas tous blancs, il y a une diversité énorme, évidemment. Et vice-versa, quand j'ai commencé à en parler aux jeunes au Lilas, ils me disent « Ah, mais nous, on ne parle pas anglais. » Je dis « Vous inquiétez pas, ils parlent coréen, ils parlent espagnol, ils parlent anglais, ils parlent toutes les langues. » Donc il y a vraiment cette idée de confronter aussi sa propre image. Et là, il y a un enjeu de collaboration. On est sur un projet artistique et aussi de médiation, bien sûr, mais il y a vraiment un enjeu à la fois territorial et international. Et donc là, il y a vraiment un enjeu de collaboration qui peut se jouer. Et quand est-ce qu'il y aura la restitution Alors déjà, il faut faire le projet. Ouais. C'est prévu pour l'été prochain. D'accord. Sophie Romnard, tu œuvres depuis plus de 15 ans à l'Institut français pour soutenir la circulation, la visibilité d'artistes à l'international sous la double tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. L'Institut français contribue activement à la diplomatie d'influence de la France. Alors, est-ce que tu peux nous dire actuellement quels sont les dispositifs mis en place pour faciliter la coproduction et la circulation des artistes à l'international, justement ? Pardon, on se situe plus en... Voilà. Après la coproduction, enfin a priori, parce qu'on a quand même des... Après la oui, il faut que tu parles un petit peu plus. Vous m'entendez ? A priori, on se situe plus effectivement en soutien à la diffusion et à la circulation, plus qu'à la coproduction, mais pas tout à fait. On va pouvoir le voir dans quelques minutes. Merci Véronique pour cette invitation avec Erika, Nuno et Anna. Pour la circulation, nous intervenons alors sur les territoires, on va dire presque dans le monde entier, évidemment avec le réseau culturel français à l'étranger, qui est notre partenaire principal, que l'on appelle nos collègues même, et qui sont constitués donc des services culturels des ambassades de France, des instituts français et des alliances françaises. Ce réseau se déploie sur les 5 continents avec un dispositif, le 3e au monde, 98 instituts français, 131 services culturels et plus de 800 alliances. Donc vous imaginez que la tâche est immense. Et bien sûr, nous, notre principale mission au sein de notre direction, c'est de soutenir des projets de diffusion
projets d'exposition d'artistes de la scène française, pour lesquels nous avons 2 dispositifs. Un dispositif ouvert aux porteurs de projets, que peuvent être l'artiste, le commissaire, les institutions françaises ou étrangères, musées, centres d'art, festivals, biennales, lieux prescripteurs ou lieux évidemment pluridisciplinaires. Et un dispositif ouvert aussi, également au réseau culturel français, qui, dans le cadre d'une action culturelle, qu'ils peuvent piloter, qui peuvent être des printemps français, etc., où ils peuvent être le relais même de leurs partenaires locaux. Alors déjà quand même, et évidemment ce sont des... ça fera l'objet d'autres évidemment échanges que vous aurez sur la table ronde. Mais quand même, il faut signaler que tous les projets que nous soutenons doivent garantir une rémunération aux artistes, droits d'auteur, honoraires, sans lesquels nous ne soutenons pas ces projets. Proposer aussi des rencontres artistiques et professionnelles, des ateliers, des masterclass, de la médiation avec les publics. Et bien sûr, une attention est portée aux projets qui prennent en compte les enjeux de l'égalité femmes-hommes, les enjeux d'impact environnemental, tout ce qui traverse toute l'émission de Tout le monde d'ailleurs. Au-delà de ces dispositifs qui concernent donc des expositions qui sont confirmées à l'international et pour lesquelles nous avons donc pour chacun un appel par an. Et en général, pardon de te couper, mais en général, quels sont les acteurs qui proposent ces projets-là? Alors ça peut être des musées, des biennales, des festivals. Des commissaires indépendants? Aussi, bien sûr. Oui, oui. Commissaires français ou étrangers. Il y en a beaucoup? Il y en a un certain nombre, oui. À partir du moment où, évidemment, la présence, ce sont des artistes de la scène française qui sont valorisés. Oui, oui, il y en a. On a un troisième dispositif très intéressant qui a été créé en 2019, qui est en fait un catalogue de propositions dites légères et modulables. La collection qui est portée par des institutions. Ces propositions sont portées par des institutions et structures françaises et proposées au réseau culturel français à l'étranger qui vont en assurer le pilotage et voire s'associer à leurs partenaires locaux. C'est une offre qui couvre tous les secteurs que nous... des arts visuels et de la photographie, mais aussi du cinéma, de l'architecture, musique, spectacle vivant, création numérique, livres et langue française. Donc c'est un gros catalogue que nous proposons. Pour les arts visuels, ce sont des propositions au format varié, expositions à produire localement, performances, programmes de films et vidéos, conférences portées par des structures partenaires, telles que, et celles que j'oublie m'excuseront, quelques exemples, le CNAP, le Centre photographique d'Île-de-France, le Lavoir numérique, Jean d'Image, le MAC Lyon, l'Institut pour la photographie, le Frénois, etc. Nous essayons de renouveler, alors plus ou moins chaque année, ce catalogue, qui est aussi en fait beaucoup de projets ne sont pas, on va dire, élus et choisis par le réseau, mais ce sont pour nous des ressources qui permettent d'être, de toute façon, qui permettent de valoriser les artistes. Très vite, 3 exemples qui seront présentés cette année, en fait 2. La Vallée, une archéologie contemporaine de Nicolas Giraud et Bertrand Stofflet, dont l'exposition parallèlement présentée au Centre photographique d'Île-de-France d'octobre à janvier prochain, sera également en Tunisie dans le cadre de Jaou Photo, la biennale qui se tiendra en octobre. Nous avons pu présenter dans des pays aussi et des postes du réseau culturel normalement
moins en lien avec nous sur l'art contemporain, hein, mais je pense à la Birmanie, où on a pu travailler avec le projet géopolitique de l'oubli de Daphné Nan Le Sergent, porté par le Jeu de Paume dans le catalogue de la collection 2019 et qui a été présenté en Birmanie. Et à venir également une très belle exposition que vous avez pu voir au Lavoir numérique, écran partagé, la photographie après 31 ans de web, de Diaf 8, en collaboration avec Michael Houlette, le Lavoir numérique, qui sera présenté avec l'Alliance française de Riyad comme copilote en Arabie saoudite à la galerie Art Pur, et cela pour cet automne. Et donc là, concrètement, donc vous soutenez ces projets, c'est dans le cadre du programme Focus ? Non. Non, c'est autre chose, mais la transition est trouvée. D'accord. Merci. Ça, c'est les projets individuellement qu'on vient proposer à l'Institut français et que vous soutenez financièrement, que vous accompagnez auprès des acteurs à l'étranger. Et ensuite, le programme Focus, qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, c'est pour nous là où se fait justement la coproduction, tout ce travail de collaboration. Pour nous, c'est l'attractivité de la scène française et la possibilité de la renforcer. En fait, ce dispositif soutenu par le ministère de la Culture existe depuis 2009. C'est un dispositif, le focus art visuel au départ, qui contribue à la connaissance de la scène artistique et culturelle française à l'étranger. C'est un programme destiné à accompagner des commissaires, des directeurs de centres d'art, de musées étrangers à repérer des scènes artistiques françaises et encourager évidemment leur diffusion dans le monde. En fait, un programme de plusieurs jours, un programme dédié est fait spécifiquement pour ces invités étrangers, invités de l'Institut français et des instituts français à l'étranger. Alors, on les organise dans le cadre, à l'occasion des événements, la FIAC, évidemment, pour les arts visuels, et Paris Photo, pour en tout cas également le prochain Focus Photographie en novembre prochain. Ce sont juste deux chiffres, en fait, c'est que depuis 2010, les Focus Art Visuel a généré plus de 150 projets d'exposition à travers le monde et l'invitation de quasiment 300 commissaires, directeurs de musées. Et concrètement, mais comment ça se passe ? Vous invitez les commissaires étrangers à venir en France pendant les événements, par exemple Paris Photo, et vous les accompagnez, il y en a combien ? Et vous les accompagnez dans... De 9h à 20h, 5 jours. Sans pause. Il y a un programme très très dense, de visites d'exposition bien sûr, de visites de studio, de rencontres avec les artistes, et pas seulement, avec les professionnels français également. Donc faut se faire connaître auprès de vous pour éventuellement, en tant qu'artiste par exemple, proposer une visite de studio pour se faire connaître auprès de ces commissaires. Oui, enfin de toute façon, évidemment, en 5 jours... On peut faire beaucoup, mais jamais assez. Moi, évidemment, et d'autant plus ce mois de novembre, et à l'occasion de Paris Photo, évidemment, plus j'ai d'informations sur tout ce qui, toute la scène française qui peut être exposée et qu'on peut aller voir, mieux c'est, effectivement. Et donc, voilà, pour nous, c'est vraiment le programme phare qui nécessite donc effectivement que beaucoup d'artistes français soient présentés, soient présents, ce qui est le cas lors de la FIAC évidemment et Paris Photo, mais en France, puisque nous on veut bien sûr, au-delà des focus, toutes les délégations étrangères qui sont invitées par nos services culturels, instituts ou alliances, qui viennent en France, nous on les rencontre, on leur suggère des rencontres avec les artistes, des expositions. Donc ça, en fait, c'est notre travail quotidien, bien sûr. Et donc, pour nous, c'est vraiment un programme phare qui a fait ses preuves, qui les fera encore. Et nos collègues se sont emparés
ce dispositif Focus. Dès 2019 avec les nouvelles musiques, là tout récemment à l'occasion de la Biennale de Saint-Étienne pour le design, dont c'était le premier focus, commence aujourd'hui un focus expérience immersive XR, cirque et art de la rue, danse, voilà. Donc ça a été un exemple pour les autres disciplines. Exactement. D'accord, donc ça fonctionne. Oui, oui. Donc, focus art visuel ou focus photographie, puisque, évidemment, nous avons de la photographie dans le focus art visuel, se tiendra la semaine du 10 au 13 novembre en parallèle à Paris Photo, en partenariat avec le réseau Diagonale, puisque l'idée, c'est d'inviter, non pas prioritairement, mais des professionnels européens et évidemment commencer ce travail de collaboration, le réseau Diagonale l'a déjà fait, mais intensifier cette collaboration avec nos propres centres d'art. Juste deux exemples, par exemple, de ce qu'on appelle nos retours focus en photographie. Le California Museum of Photography avait pu rencontrer Marie Beauvau à l'occasion de Paris Photo, dans le stand même de sa galerie, donc Amel Menour. Et Marie Beauvau a une exposition donc, au musée l'année suivante. Ça a été le cas aussi avec Aurélie Pétrel, rencontrée par la Galerie 44 à Toronto, rencontrée grâce à l'exposition collective du Centre photographique d'Île-de-France, qui a été invitée à faire une résidence et à exposer à la Galerie 44 en 2017-2018. Au total, cette année, tout secteur confondu, on aura plus de 170 professionnels étrangers qui seront invités dans le cadre des Focus. Et nous espérons que cette reprise de la venue des professionnels étrangers de partout puisse effectivement favoriser de nouvelles collaborations, et on est d'autant plus motivés. Valoriser la scène française à l'international qui a encore des difficultés, on va dire, en tout cas sur la scène photographique. On voit bien qu'on est moins représenté, peu représenté. C'est difficile encore de faire connaître les artistes français, donc c'est vraiment important ce type de programme. Et donc, il faut œuvrer encore plus là-dessus. Anna, est-ce que toi, tu as pu profiter de dispositifs, justement, avec ton expérience à l'international, des dispositifs de l'Institut français ? Alors, oui, on était soutenus par l'Institut français. Ça marche encore ? Ils ont soutenu très ponctuellement des projets, souvent avec des artistes qui étaient déjà identifiés au sein de l'Institut français. Évidemment, on aurait aimé être beaucoup plus soutenu par l'Institut français. Pardon, j'ai forcément. Évidemment, on aurait aimé être beaucoup plus soutenu par l'Institut français, mais évidemment, c'est le jeu. En fait, on faisait partie de toutes les personnes qui envoyaient leur candidature. Alors, l'Institut a un fonctionnement un peu particulier aux États-Unis, puisqu'il passe par les services centralisés à New York qui répartissent ensuite les aides principalement. En revanche, donc ça c'est vraiment sur la partie lorsqu'on faisait des candidatures sur les projets qu'on développait, les productions, et c'est le jeu des candidatures. Parfois on l'a, parfois on l'a pas. Et voilà. En revanche, c'est vrai que pour rebondir sur le programme Focus, je connais plusieurs curateurs, commissaires, directeurs d'institutions de Los Angeles qui ont pu venir en France, et effectivement ça a permis quand même une très belle visibilité de la scène française, des collaborations. Un exemple en tête, un critique très en vue et très brillant à Los Angeles qui s'appelle Andrew Berardini, qui est venu à Paris, qui a pu rencontrer tout un certain nombre de personnes et qui a pu du coup écrire un texte dans le programme Textworks de la Fondation Ricard sur une artiste. Voilà, c'est plein de petites collaborations comme ça qui ont pu se développer, et c'est vrai que les professionnels
californiens qui sont venus à Paris dans le cadre du programme Focus. Ça nous a facilité la tâche d'une certaine manière à nous lorsqu'on travaillait de manière locale, puisque ce sont des professionnels qui avaient déjà des affinités avec des artistes français, qui en connaissaient certains. Et donc, lorsqu'on allait les voir pour leur proposer de collaborer pour faire des collaborations donc, entre des artistes locaux et des artistes français, ils avaient déjà cette sensibilité-là. Donc, d'une certaine manière, indirectement, on en a profité. Et après, il y a la partie plus candidature où on a joué le jeu, comme tous. C'est le jeu. Alors, justement, parlant de financement, parce que aussi on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut le temps de la création, et le temps de la recherche, de la collaboration. Et il y a forcément un besoin de soutien financier pour les artistes, les commissaires, mais aussi, on en parlait, les petites structures qui accompagnent ces projets. Nuno, tu disais que donc le programme parallèle qui a vraiment un réseau important européen et qui fait circuler des artistes émergents et commissaires émergents fonctionne quand même beaucoup grâce aux fonds européens. Et c'est une grande dépendance, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Le projet, le projet, la plupart, on peut dire que presque 70% du budget, de cette budget, parce que c'était la première candidature qu'on a fait ça au niveau européen, vient de là. Alors, en même temps, ça nous donne une certaine indépendance du Fonds national, mais une dépendance du Fonds européen. Mais ça, de toute façon, ça, une chose qu'on a pensé, on est en train de développer, c'est que parallèle, c'était une méthodologie, c'est une méthodologie d'approche, comme Erika a dit, avec une approche holistique du projet, du système, à travailler de différentes manières. Et ce n'est pas un projet qui a besoin d'être européen. Maintenant, on est en train d'installer, de faire cette méthodologie dans différents territoires, dans différentes dimensions. Parce que c'est vrai qu'on a travaillé avec 100 artistes dans 4 ans, mais on a travaillé avec 5 Portugais. On a travaillé avec 4 Français. Alors, l'impact du projet dans chaque pays, c'est très limité. Et après, on a vu que c'est sous les écueils, c'est pas le côté international, c'est fantastique. On a diffusé d'une manière incroyable. Mais après, l'impact sur chaque pays, c'est très limité. Et maintenant, on est en train de créer, de faire, appliquer cette méthodologie sur des différents territoires, parce que c'est la même manière de travailler, on peut travailler dans différentes dimensions. Et, au niveau des fonds, justement, comment vous allez procéder au niveau du fonds. Oui. Maintenant, on est en train de faire une candidature au niveau portugais, dans une dimension lusophone. Ça fait qu'avec du portugais et des pays qui parlent portugais. Et on va faire exactement au contraire. Alors, la plus partie sont des lusophones et on peut voir un petit peu des autres qui sont européennes par le lieu. Et bon, on est en train de préparer les différents et contacter et voir les différents pays ou les différentes dimensions où on peut partager ce travail avec des autres partenaires. Parce que c'est vrai que surtout entre nous trois, parce que bon, on travaille sur le terrain au niveau de l'Institut français, parce qu'il y a une autre. Mais les problématiques qu'on travaille sont très très pareilles. Alors on a des approches très pareilles et on peut développer des choses ensemble dans différentes dimensions. Anna, pendant la préparation de cette table, oui. Pardon, nous, on aurait pu commencer par dire que c'est la saison France-Portugal en ce moment. Ah oui. Il y a beaucoup d'artistes portugais à voir en France et français au Portugal, quand même. Oui. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Institut français pour voir la riche programmation dans tous les secteurs. Oui, c'est vrai. Merci Sophie. Oui, donc Anna, pendant la préparation de la table, tu partageais avec nous cet exemple intéressant
initié par le Getty, justement au niveau du financement pour ce temps de création, ce temps de recherche. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu? Oui, peut-être s'en inspirer. Je vais essayer d'être un peu bref. Cette idée de faire ce programme, on va dire, itinérant avec la Fondation, d'aller travailler en collaboration avec toutes les institutions locales, si je l'ai proposé à Los Angeles et que je ne l'ai pas proposé à Paris, c'est pas pour rien. Je pense que j'avais l'intuition que ça pouvait mieux fonctionner à Los Angeles, parce que lorsque j'y ai passé du temps avant de mener ce programme de résidence, j'ai vu qu'il y avait ces pratiques collaboratives entre institutions qui sont liées à plein de critères, notamment des questions de public. Quand vous allez au Centre Pompidou, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous avez 500 personnes devant qui font la queue. Quand vous allez au MoCA, il n'y a personne. Donc ils ont des enjeux différents qui les encouragent, des incitations à collaborer. Mais une des grandes incitations à collaborer, c'est effectivement une question de fonds, de soutien financier, et un programme qui m'a beaucoup marqué lorsque je passais du temps à Los Angeles et quand je pensais à ce programme de résidence. Donc c'est un programme qui a été développé... Pardon, excusez-moi, j'étais très surprise. Un programme qui a été développé par donc le Getty, qui est une des plus grosses fondations au monde, avec énormément de moyens, qui est un projet qui s'appelle le Pacific Standard Time. La première édition a été développée pour mettre en avant la scène locale de Los Angeles. Donc Los Angeles a toujours eu ce petit complexe d'infériorité face à la ville de New York et s'est beaucoup battue pour faire reconnaître sa scène culturelle, artistique, montrer qu'il y a eu une création extrêmement développée. Et souvent, c'était les artistes new-yorkais qui étaient mis à l'honneur et on avait tendance à oublier les artistes californiens. Et donc le Getty a proposé de mettre en place ce projet qui s'appelle donc Pacific Standard Time, où ils ont réuni toutes les institutions culturelles de la ville autour d'une table, toutes échelles confondues, des plus modestes aux plus grosses, en proposant de travailler sur une saison coordonnée à l'échelle de la ville sur plusieurs mois. Donc moi qui arrivais de Paris, à avoir travaillé sur différents projets où je voyais les difficultés à travailler en collaboration, je trouvais ça complètement incroyable de pouvoir faire ça. Évidemment, lorsque j'ai creusé un petit peu, j'ai compris que l'incitation était évidemment de mettre en avant les artistes locaux, mais que aussi le Getty abondait en fonds financiers, puisque toutes les personnes, toutes les institutions et artistes qui participaient à ce projet touchaient des bourses pour 4 ans, avec 2 ans de recherche et 2 ans de production. Donc c'était des fonds considérables pour les institutions qui participaient. Mais il y avait quand même, avec cette incitation financière, la possibilité de se coordonner à l'échelle de la ville sur l'ensemble des institutions culturelles sur une saison. Donc voilà, évidemment, ça a très très bien marché, et donc ça a tellement bien marché qu'ils ont recommencé. C'est devenu une biennale. L'année suivante, ils ont mis en avant l'architecture moderne, qui est effectivement très présente à Los Angeles. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des petits bijoux, et énormément d'institutions ont participé. L'année suivante, en plein mandat Trump, ça tombait plutôt bien, c'était l'influence des artistes latino-américains sur la scène californienne. Passionnant, avec des programmations foisonnantes, pareil, à tous les niveaux de la ville, dans toutes les échelles, passionnant. Et là, ils préparent, ou ils ont ouvert, j'avoue qu'avec le Covid, je suis un petit peu perdue, une saison sur les rapports entre art et sciences. Avec toujours ce même dispositif, 4 ans de bourse, 2 ans de recherche, 2 ans de production, et coordonné par le Getty, qui permet du coup de créer ces échanges entre les différentes institutions pour se répartir, on va dire, les thématiques, les artistes, et vraiment un travail en coordination et en collaboration. Donc effectivement, ça fait rêver, mais on est sur un modèle économique qui est très très différent de ce qu'on peut connaître ici. Mais c'est là où on voit, je réponds à ce que tu disais, Erika, où il y a évidemment cette question de l'incitation financière qui est primordiale, mais il y a aussi cet intérêt alors, je ne dirais pas que l'incitation financière crée le désir commun, mais presque, ou en tout cas, il y a un jeu d'aller-retour entre les deux, et c'est vraiment c'est devenu un rendez-vous incontournable de la ville et extrêmement intéressant. Alors, est-ce que ce n'est pas un modèle qu'on pourrait adapter ici en France? Alors, il faut trouver une très grosse fondation avec beaucoup de moyens. On en a quelques-unes. Peut-être ça va leur donner des idées. Je ne sais pas si certains représentants des fondations sont présents dans la salle, ou le ministère de la Culture, mais on est sur des moyens qui sont vraiment très, très, très conséquents. Après, je pense qu'effectivement, cette question de l'incitation financière à la collaboration, en faire un critère, sans que ce soit... en faire un critère pour des soutiens, ce qui est le cas, en fait, si on réfléchit à Europe Créative.
Sur des niveaux nationaux, les bourses européennes sont données lorsqu'il y a plusieurs partenaires européens de plusieurs pays. Donc c'est déjà une incitation financière. Mais on pourrait réduire d'échelle et de dire que certains fonds ou certains fonds de soutien des différentes institutions, que ça peut être l'Institut français, le ministère, des fondations privées, etc., mettent en critère, on soutient le projet si vous travaillez en collaboration pour la circulation du projet. Moi, je pense que ça peut effectivement être une solution, mais ça ne pourra pas être la seule solution, mais ça pourra certainement encourager les projets de collaboration. Voilà, exactement. On a une piste. Erika, je me retourne vers toi par rapport aussi, donc on parlait du financement, mais il y a aussi parfois cette exigence à la primauté que certains festivals ou grandes institutions encouragent pour la diffusion pour leur exposition. Est-ce que c'est le cas aussi au sein de Diagonale? Est-ce que il y a des centres d'art ou de lieux qui sont plutôt, ils vont exposer uniquement une exposition qui n'a jamais été vue ou pour avoir vraiment cette primauté? Absolument pas. Absolument pas, parce que l'enjeu, les valeurs qui ont fait les lieux du réseau, c'est avant tout défendre la photographie et les photographes. Donc c'est absolument contre-productif de faire une exposition qui aurait une exclusivité de monstration. Ça va à l'encontre même de ce pourquoi on est là. Donc les membres du réseau, leur volonté, c'est justement c'est d'accompagner les photographes, tenter de maximiser leur valorisation, et quelquefois on fait le constat que c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas, alors qu'il y a une énergie qui est déployée à la production, à l'accompagnement. Mais en fait, la question aussi de la circulation des expositions, c'est la question des moyens, c'est comment mieux accompagner les photographes aussi dans leur parcours professionnel, comment est-ce qu'on peut tenter d'optimiser les rencontres adéquates. Voilà, c'est vraiment un travail de fourmi au quotidien. Donc je reviens sur la question du temps, mais vraiment c'est nécessaire. Combien de photographes nous disent qu'ils ont... Alors, je rebondis un peu sur la question du financement, parce que ce que disait Anna sur la question de la rémunération du temps de recherche et d'expérimentation, c'est fondamental. Aujourd'hui, on parle des droits de monstration, des droits d'exposition, mais c'est que la partie visible de l'iceberg. Et on sait que les photographes investissent du temps, de l'énergie pour aller exercer un regard sur un territoire, approfondir encore une fois l'idée, trouver de la matière ou vivante, immatérielle, enfin vraiment sourcer, approfondir un point de vue, une idée. Tout ça, ça prend du temps. Et si on n'a pas rencontré dans ces premières étapes de travail des directeurs ou directrices de centres d'art, des commissaires, des gens qui vont mettre un peu le pied à l'étrier dans un réseau de diffusion, c'est très compliqué, puisqu'après, qu'est-ce qu'on fait? On fait le constat qu'il y a eu beaucoup de temps, d'énergie, que les photographes ont investi tous les moyens nécessaires à la production. Et ils ont d'autant plus de difficultés à faire circuler et à faire valoir ce projet-là, puisqu'ils ont fait route seuls. Et en fait, si on veut continuer à accompagner les photographes, il faut favoriser les temps de rencontre dès la genèse du projet, ou dès qu'elle est un petit peu amorcée, parce qu'après, il y a tout un réseau d'interlocuteurs qui va s'ajouter. Les directeurs ou les directrices de centres d'art vont aller favoriser la rencontre avec d'autres pairs, et comme ça, les projets gagnent en ambition, gagne en moyens, gagne en temps de réflexion, en collaboration. Voilà. Je reviens aussi sur la partie financière, puisque avec le réseau Diagonale, vous êtes forcément confronté quand même à ça aussi. C'est des centres d'art qui ont peu de moyens, une petite équipe. La plupart, il y a différentes échelles, mais qu'est-ce que toi tu penses justement? Est-ce qu'il y a des contraintes à imposer peut-être à certains lieux ou à certains festivals, justement pour encourager encore une fois cette circulation, cette coproduction? Alors je ne sais pas, il y a plusieurs membres dans la salle, mais je dirais que si on rajoute encore une case
dans la to-do list, on va passer à côté de ce qu'on a envie de faire. Donc, moi, je ne crois pas dans l'obligation d'établir, par exemple, des coproductions. Je pense qu'il est nécessaire d'améliorer les conditions de travail. Une fois qu'on aura amélioré les conditions de travail des photographes, des artistes autrices, artistes auteurs, et qu'on aura accompagné les structures qui font de la diffusion et de la production aussi dans leur fonctionnement, et que toutes ces personnes qui œuvrent pour l'art soient bien rémunérées pour le travail et leur expertise. Alors je pense que la première condition, c'est plutôt regardons à quel endroit on est et quelles sont les conditions de travail nécessaires pour continuer à avancer, à faire la promotion de la photographie. Sinon, sans quoi, vu qu'on est déjà tous affaiblis, c'est compliqué de développer. Donc je me permets un petit peu d'aller sur ce terrain-là parce que en fait, on est tous dans des métiers dits de passion. La passion a bon dos. Il faut juste qu'on puisse avoir les moyens de faire. Et là, je pense qu'on est vraiment à un endroit assez crucial aujourd'hui. Et il faut qu'on avance vraiment sur les moyens nécessaires aussi d'aujourd'hui de pouvoir faire une proposition intelligente, avec de la profondeur, qui raconte des choses au public. Et il y a d'autant moins de primauté ou d'exclusivité que dans le réseau, on est sur un maillage territorial assez important. Hein, avec différents publics. Avec différents publics. Et en fait, le public qui se trouve à Carcassonne, ce n'est pas le même que celui qui se trouve à Ponto-Combo, ce n'est pas encore le même que celui qui est à Marseille. Donc il faut que, si on est là pour rendre accessible quelque chose qui est assez confidentiel et précieux, il faut qu'on puisse le partager au public le plus large possible. Donc il faut que ça puisse être partagé dans les différents territoires de manière assez simple, sans créer d'exclusivité. Mais encore une fois, parce que je pense que les membres du réseau n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement que de grandes institutions qui, elles, certainement, établissent peut-être des manières d'agir à l'échelle internationale, et c'est d'autres mécanismes encore, et c'est peut-être une représentation plus nationale, alors que nous, ce qui nous importe, c'est les localités, c'est les dynamiques de proximité. Donc voilà, tout ça, et tout ça marche ensemble. Mais on n'est pas au même niveau. Alors donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche ensemble et que voilà, qu'on avance sur ce sujet? Parce qu'il y a, je dirais pas qu'il y a une urgence, mais enfin, il y a quand même, il faut passer un pas. Ah là, c'est un combat de toute la profession et pas uniquement de la photographie. C'est ce que mène aussi le CIPAC sur les arts visuels, avec des conditions de travail pour les photographes, des conditions de travail pour les équipes de diffusion. Une fois qu'on aura bien avancé là-dessus, on continuera d'avancer sur les principes de circulation, de diffusion, des temps dédiés à la rencontre, établir davantage des rencontres entre les photographes, les artistes visuels et les membres de la profession, pas uniquement les lieux de diffusion, mais aussi les éditeurs, les commissaires indépendants. Voilà. Je pense qu'on a besoin d'échanger de manière vivante et qu'on ait ce temps-là. Mais encore une fois, c'est la question des moyens. Je reviens toujours un peu en boucle, mais ça me semble important. Sur cette question? Je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec Erika. Je pense qu'on est dans ce que tu soulèves. On est dans une période où il y a, en tout cas, moi, je parle plutôt dans le domaine des arts visuels, moins de la photographie, même si évidemment il y a des croisements à plein de niveaux. On est dans une période de libération de la parole sur des conditions de travail qui sont complètement abusives depuis fort longtemps, alors que pendant très longtemps on n'en parlait pas ou peu, pour plein de raisons. Et je pense qu'il y a ce mouvement depuis quelques années où on commence à en parler. Et effectivement, il y a vraiment cet enjeu primordial de pouvoir créer des conditions de travail à tous les niveaux, que ce soit, bon, alors moi évidemment, je parle pour les institutions, mais pas que, parce qu'on voit bien l'urgence dans laquelle vivent les artistes, les photographes, les commissaires et l'ensemble de l'écosystème, on va dire, artistique. Et c'est vrai qu'il y a cette idée de se dire que si on fait un projet en coproduction ou en collaboration, le fait de mettre en moyen des ressources, ça va nous faire gagner du temps et de l'argent.
Mais en fait, c'est pas toujours le cas, voire jamais, puisqu'en fait, travailler en collaboration, ça veut dire beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, d'échanges. Selon moi, ça fait des projets beaucoup plus riches. Donc, je suis très convaincue de ça, mais ça demande effectivement plus de temps et de moyens. Et il y a évidemment ce rapport d'échelle, on en a parlé en filigrane un peu tous, mais c'est vrai que cette question de avec qui on collabore et quels moyens on met en commun, lorsque c'est deux petites institutions qui mettent en commun des moyens, en fait, du coup, ça forcément, à la fois on mutualise et en même temps, ça nous demande aussi beaucoup plus d'investissement, de temps. Et de la pédagogie. Et de la pédagogie. Et c'est vrai que sur les bonnes pratiques de collaboration, moi, ce que j'ai appris de toutes mes expériences collaboratives, c'est qu'il n'y a pas une méthode. Il y a des collaborations qui sont très liées évidemment aux personnalités des uns et des autres, etc. Mais il y a quand même une appétence et un intérêt. C'est-à-dire que lorsqu'on a des personnes qui ont l'habitude de travailler en collaboration, ils ont des pratiques, des méthodologies qui s'y prêtent, où ils ont des réflexes de demander, de travailler ensemble, de ne pas zapper des étapes, pour être sûr qu'on avance ensemble et qu'on ne se retrouve pas à des projets à deux niveaux. Donc, sans créer une méthodologie avec quelque chose de très figé, il y a, on va dire, un savoir-être plus qu'un savoir-faire, encore plus qu'un savoir-faire, un savoir-être collaboratif, on va dire, entre institutions. Mais tout ça, évidemment, je suis bien sûr d'accord avec tout ce que dit Erika, et c'est un peu le risque de se dire on va travailler en collaboration pour nous faire gagner du temps et de l'argent. Et en fait, non, ça ne doit pas être que pour ça, et c'est forcément pas l'enjeu principal et la priorité principale. Nuno ? Bon, je suis tout à fait d'accord avec toutes les choses que c'est parlé maintenant. La question du temps, c'est très important. La question du temps, le temps, c'est dans 2 ans de création, de préparation. Ça, c'est très important d'avoir du temps pour créer quelque chose que c'est consistant, que c'est fort. Ça, c'est très important. Par contre, ce moment de création, c'est un moment long où on n'a pas de résultats immédiats. Et parfois, les grandes institutions veulent des résultats, ils veulent des résultats très vite. Et ça, ce n'est pas possible sans avoir le temps de création pour faire quelque chose de consistant. Et aussi, pour avoir ce temps de création, il faut aussi avoir des conditions pour créer. Alors, il faut un peu plus, plus d'argent, des moyens pour les différentes parties du système, pour les artistes, pour les commissaires, pour recherche le travail des artistes et le supporter, pour les institutions, pour supporter tous les autres, et pour accueillir quelque chose qui va être très fort, mais avec un temps 2 ans après du début du projet. Et c'est vrai que cette question-là de travailler en collaboration et en coopération, c'est très fort, mais ça mène pas trop c'est plus vite de faire une chose tout seul et le montrer. Mais aussi, c'est un projet individuel. Le concept de projet en collaboration, ça mène du temps, ça a besoin du temps, parce que tu as besoin de connaître les autres, établir des relations humaines. Il y a quelques artistes et des personnes fantastiques avec qui on n'a pas de relation parce qu'on est différents, on n'est pas sur le même tune. Et tout ça, connaître les personnes, rencontrer les personnes, savoir qui est sur la même syntonie que nous, ça prend du temps à découvrir. Mais surtout, c'est vrai qu'au niveau en général, il faut avoir plus de conditions économiques et plus de temps pour créer. Pour un long terme avoir des relations et des produits, des concepts plus forts et plus... et cette question-là des chiffres, la question des numéros, des chiffres, que parfois ont besoin, autant que directeur artistique, de donner tous les chiffres et combien de personnes, on a milliards de personnes qui ont regardé, mais peut-être l'effet qu'un travail qui se fait à l'ILAS, il a un numéro peut-être plus petit,
mais un effet plus fort. Détrompe-toi, on accueille des milliers de personnes. Oui, mais c'est pas qu'une question parce que ça, c'est important, les différentes dimensions du résultat qu'on a. Et c'est ça qu'on fait, le travail artistique et de création. Sophie, pour conclure en un mot sur justement quelles seraient un peu les urgences, les initiatives un peu urgentes à mettre en place. On parle aussi beaucoup de temps, donc de collaboration du temps, de financement, mais aussi de pédagogie auprès des politiques, auprès voilà, aussi d'autres acteurs, hein, des professionnels. Qu'est-ce que tu en penses, toi, au sein du réseau? Tu me fais des grands yeux. Non, mais c'est une grande responsabilité, ta question. Non, mais je sais où tu veux en venir, parce qu'effectivement, et c'est une réflexion personnelle, je veux dire, bien que je ne doute pas que mes collègues soient d'accord, mais c'est la question sempiternelle de la représentation des artistes français déjà en France. Voilà, qui pour nous, c'est l'attractivité, c'est le moyen de... Le commissaire va... C'est à la rencontre, à la visite de l'exposition qui va s'emparer, enfin, s'approprier le travail, discuter et élaborer un projet. Sur cette valorisation des Français à l'international, il faudrait déjà commencer par le faire sur notre propre territoire, en gros. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. J'espère. Oui, non, mais c'est important de le souligner aussi, hein. Est-ce que pour conclure, vous avez quelque chose à ajouter, en un mot, vraiment, voilà, pour une piste, on en profite, on est au Parlement de la photographie, il y a le ministère de la Culture qui l'organise, aussi pour écouter, entendre, voilà, avoir des pistes de réflexion. Qu'est-ce qu'en un mot, vous pourriez apporter? Beaucoup de requêtes, donc le temps, le financement, la contrainte, pas forcément, mais avoir des critères pour contraindre certaines, aller au-delà dans la collaboration et encourager cette circulation des expositions et collaborer et avoir ce désir-là. Vous êtes d'accord avec ma conclusion? Parfait. Alors, je crois que ça ne marche pas le micro. Est-ce qu'on peut avoir Voilà. Merci pour ces beaux échanges et tout ça est très constructif. On a bien sûr conscience de tout. Les problématiques de moyens, de temps et de mutualisation nécessaires des projets. Je crois en effet, comme tu disais Erika, que c'est fondamental. C'est ce que vous menez tous, chacun à votre niveau de temps, de rencontres et d'échanges. Et c'est là où se partagent les projets. Je crois que ça, c'est une évidence et qu'on a besoin de créer ces moments d'échange. Donc à vous, à nous, de les inventer dans les formats. Moi, je me posais quand même une question sur les mentalités aussi, les dispositions, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, des directeurs artistiques, des directeurs d'institutions. Je pense que ce n'est pas forcément toujours aux photographes, aux commissaires de porter les projets et de les faire circuler, parce que voilà, c'est énormément de temps et à côté du temps de recherche, tout ça dilue beaucoup. Mais pourquoi alors on en a souvent parlé dans le spectacle vivant, ce sont d'autres mécanismes qui s'opèrent et on sait, les dernières études ont montré que les financements des compagnies et des théâtres reposaient sur en gros la moitié des coproductions. Donc c'est vraiment une économie réelle dans le spectacle vivant, là où elle n'existe pas ou très peu pour les arts visuels. Pour autant, on sait que le partage des coûts de production permettrait d'augmenter aussi la valeur. Pourquoi on est toujours quand même face à des mentalités de directeurs de centres qui veulent avoir le monopole d'une exposition à l'ouverture, qui souvent ont des difficultés à accepter aussi que l'exposition ait été présentée avant. Je ne sais pas si Anna, tu as pu observer ça de façon différente aux États-Unis, puisqu'on est sur un État qui est beaucoup moins centralisé. Ça fonctionne bien en Espagne, ça fonctionne en Angleterre, ça fonctionne en Allemagne, ça fonctionne peut-être au Portugal, ça ne fonctionne pas en France. Souvent, malheureusement, quand une grosse institution présente un projet, les lieux ensuite ne veulent pas la reprendre. On a du mal à faire du commun. Moi, je voulais savoir si c'est quelque chose que vous observiez et comment on arriverait à dépasser ça. Est-ce que c'est une question de génération aussi ? Est-ce que les nouvelles générations qui prendront la direction des centres ou qui les ont prises
ont dépassé ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup observé ça hein, dans mon parcours précédent. En tant que commissaire et par ailleurs, j'avais beaucoup de mal à mettre autour d'une table 2-3 lieux en France parce qu'une fois qu'une exposition a été présentée, la presse en aura parlé et elle n'en parlera pas 2 fois. Pour autant, c'est la même chose dans le spectacle vivant, la presse n'en parlera pas 3 fois. Et pourtant, il me semble qu'un article de presse peut bénéficier à l'ensemble des coproducteurs. Voilà, je m'interroge. Je laisse la parole. Alors, je pense qu'il y a 2 éléments sur lesquels je voudrais te répondre. Le premier, c'est la comparaison entre le spectacle vivant et les arts visuels. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup pour autant ce que tu viens de dire, des mécanismes de coproduction, de projets, de spectacles qui sont coproduits et donc qui tournent, ou même le sempiternel statut des intermittents, de l'intermittence et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement le transcrire pour les arts visuels ou les photographes. On ne va pas rentrer là-dedans. Sur ces questions de coproduction, il y a quelque chose quand même de vraiment très très marquant que je vois d'autant plus depuis que je suis au Lila, puisque au sein de la direction des affaires culturelles, on a à la fois un centre d'art et un théâtre. Et il y a une question de temporalité, c'est-à-dire qu'un spectacle, il est présenté un soir, 2 soirs, 3 soirs, allez disons une semaine, et donc on a la possibilité d'avoir X personnes qui viennent le voir à un endroit T. Donc le fait qu'il voyage, ça se justifie d'une certaine manière. On sait que ce spectacle qui aurait été présenté à Paris, à Marseille, il va être ouvert à un certain nombre limité de personnes parce que c'est un moment T, 2 heures dans une salle pour X personnes. Une exposition qui se déploie sur plusieurs mois, souvent 2-3 mois, qui est ouverte sur ce temps beaucoup plus long, avec la possibilité pour les gens de faire le voyage s'ils ne sont pas forcément de cet endroit-là. Et on est bien d'accord que les publics ont du mal à voyager, mais en fonction des différentes destinations, on est déjà sur une temporalité qui est différente. On est sur un objet, l'objet exposition et l'objet spectacle qui sont différents. Donc on peut pas, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut réfléchir et créer des possibilités d'inspiration, mais on ne pourra pas créer quelque chose du même niveau. Ou en tout cas à la même échelle. L'autre chose que je voulais dire, c'est même au niveau des très grandes institutions, il y a cette question du local et du contexte dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous donne l'exemple que j'ai étudié quand j'étais à la fac, d'une grosse exposition sur le futurisme qui avait été développée en partenariat entre le Centre Pompidou, un musée à Rome, la Scuderia del Quirinale, et la Tate Moderne à Londres. Donc on avait 3 gros partenaires dans chaque pays avec une exposition coproduite. Donc on est sur des très, très grosses échelles, exposition art moderne, etc. Et moi j'ai vu les 3 expos, du coup je me suis déplacée, j'ai vu les 3 expositions, et les 3 expositions sont très différentes. C'était pas du tout les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'enjeu de chaque lieu de la rendre locale. Donc il y avait une mise en avant des artistes locaux, des artistes français en France, des artistes italiens à Rome, des artistes anglais à la Tate Moderne. Donc même si la structure était la même, cette exposition, elle n'a pas voyagé telle qu'elle. Elle n'a pas été achetée par le Centre Pompidou, par Rome ou par Londres, en tant qu'objet fixe, comme pourrait l'être un spectacle, parce qu'il y a toujours cet enjeu de travailler sur, en tant que lieu de production et de diffusion des arts visuels ou de la photographie, comment est-ce que ça résonne avec notre contexte et notre public. Et donc ça, alors je pense que justement, ce que tu dis sur cette question de la priorité ou non, moi je veux montrer que être en exclusivité sur une exposition, je pense que, en tout cas moi je ne le perçois pas comme ça. C'est vrai, il y a une question de primauté sur les projets, mais je pense que ce n'est pas forcément lié à la question de la presse ou la primauté des projets. Je pense que c'est plus ces questions-là de comment est-ce qu'on va rendre ce projet, comment est-ce qu'on va le faire résonner avec notre contexte. Et ensuite, il y a la question de créer ce projet, que chaque institution qui le porte ou qui l'accueille s'y retrouve, que ça ait du sens. Et pour ça, une expo qui circule, elle est beaucoup plus difficile à faire circuler d'une certaine manière qu'une expo qui est coproduite, où chaque institution, chaque directeur de lieu met un peu de lui ou d'elle dans cette exposition. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Oui, après on observe des mécanismes différents en effet dans le spectacle vivant, tu as tout à fait raison de le souligner. Pour autant, il me semble que le public n'est pas si mobile que ça, quoi qu'on en pense, et que même si une exposition dure 2 mois, malheureusement on a tendance à ne pas aller la voir. Voilà, une exposition présentée à Aix-en-Provence ou à Arles, je peux t'assurer que Marseille ne l'aura pas vue.
Et donc voilà, c'est ça qui m'interroge aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait quand même arriver à mieux coproduire si on pense que c'est à cet endroit-là que ça se joue d'abord dans la conception, plus que dans la circulation. En effet, remodeler une exposition une fois qu'elle existe, c'est peut-être plus difficile. En tout cas, moi, je reste persuadée que des énormes progrès sont à faire.